Quand j'ai senti ses bras autour de moi, me serrant fort tandis qu'il murmurait « Merci pour tout, belle-mère », je n'avais aucune idée que j'étais enlacée par l'homme qui, à ce moment précis, avait les clés de ma voiture dans sa poche. Je ne savais pas que cette étreinte chaleureuse, pleine d'une émotion qui semblait sincère, était l'adieu d'un voleur. Je ne l'ai découvert que 3 heures plus tard, quand je suis sortie pour aller au supermarché et que j'ai trouvé l'espace vide où ma Clio grise avait l'habitude d'être garée. C'est là que mon cœur s'est arrêté. C'est là que j'ai compris que la confiance peut être l'arme la plus dangereuse entre de mauvaises mains. Là, debout dans le garage vide, les mains tremblantes et le téléphone glissant de mes doigts moites, j'ai réalisé que j'avais été trompée de la façon la plus cruelle possible par quelqu'un que j'appelais famille. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur le béton, créant ces vagues de chaleur qui déforment la vision. Ou peut-être était-ce simplement le choc qui faisait se désintégrer ma perception de la réalité. J'ai appelé Marine, ma fille, et quand elle a répondu avec cette voix joyeuse de quelqu'un qui n'imagine pas la tempête qui est sur le point de s'abattre, j'ai à peine pu former les mots. Ma voiture a disparu. C'est tout ce qui est sorti de ma gorge serrée. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Puis elle a demandé, avec une hésitation qui portait déjà le poids de la vérité non dite, « Maman a vu Julien aujourd'hui ?» Julien, mon gendre, l'homme que j'avais accueilli dans ma maison comme s'il était mon propre fils, l'homme qui venait de me voler. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé à ce moment dévastateur, je dois remonter dans le temps. Je dois raconter comment j'ai construit tout ce que j'avais, chaque brique de ma vie érigée avec la sueur, les larmes et une détermination que seuls ceux qui ont vraiment connu la faim peuvent développer. Je m'appelle Hélène, j'ai 58 ans, et j'ai passé plus de la moitié de ma vie à me battre pour garantir que ma fille Marine ne ressente jamais les mêmes douleurs que j'ai ressenties. J'ai grandi dans la campagne de Normandie, dans une maison de 3 pièces où nous vivions à 7 personnes. Mon père était maçon quand il y avait du travail, et ma mère lavait le linge pour les autres, les mains toujours rouges et crevassées du savon de Marseille et de l'eau froide. J'ai appris tôt que rien ne venait facilement, que chaque repas était une conquête, chaque paire de chaussures un miracle. Quand j'avais 16 ans, je suis venu à Paris avec seulement une valise en carton et une adresse notée sur un papier froissé. Je suis allé vivre chez une tante éloignée qui m'a accepté en échange de mes soins pour ses enfants pendant qu'elle travaillait. Je dormais sur un matelas dans le salon, je me levais à 5 heures du matin pour préparer le café de tout le monde. J'emmenais les enfants à l'école, je nettoyais la maison, et le soir j'étudiais avec des livres empruntés à une bibliothèque communautaire, la faible lumière d'une lampe de fortune blessant mes yeux. J'ai rencontré Roger quand j'avais 21 ans. Il était vendeur dans une pharmacie où j'achetais des médicaments pour ma tante. Il avait un beau sourire et des rêves semblables aux miens, sortir de la pauvreté, construire quelque chose de solide, avoir une famille. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple à la mairie, avec seulement 4 témoins. Marine est née 1 an plus tard, et j'ai juré, avec elle encore humide de l'accouchement dans mes bras, que ma fille aurait tout ce que je n'avais pas eu. Elle aurait une éducation, des opportunités et de la dignité. J'ai travaillé dans 3 emplois simultanément pendant des années. Le matin, je nettoyais des bureaux. L'après-midi, je faisais le ménage dans des maisons de famille. Le soir, quand Marine dormait, je cousais des vêtements à vendre. Roger travaillait comme agent de sécurité dans un centre commercial, faisant des doubles équipes chaque fois que possible. Nous vivions fatigués, mais nous vivions avec un but. Chaque euro mis de côté était une brique dans la construction de notre avenir. Nous avons acheté un petit appartement de 2 chambres dans un quartier modeste de la banlieue. Il était à nous. Personne ne pouvait nous enlever cela. Marine a grandi en voyant nos efforts. C'était une fille studieuse, délicate, toujours la tête dans les livres. Elle a obtenu une bourse intégrale dans une université privée et a obtenu son diplôme en pédagogie. J'ai tellement pleuré le jour de la remise des diplômes que j'ai failli me déshydrater. Voir ma fille en toge, recevant son diplôme, était la preuve vivante que tous les sacrifices en avaient valu la peine. Roger n'a pas vécu pour voir ce jour. Il est mort d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt, après un service particulièrement difficile au travail. Il n'avait que 52 ans, le cœur épuisé d'avoir tant porté le poids d'une vie dure. Nous avons enterré mon mari un jour de pluie fine, et je lui ai promis, devant le cercueil, que je continuerai à m'occuper de notre petite fille. Seul, j'ai pris plus de travail. J'ai commencé à faire des gâteaux sur commande, quelque chose que j'avais appris de ma mère. Mes gâteaux sont devenus connus dans la région, et bientôt j'avais des clients réguliers. L'argent que je gagnais était soigneusement divisé. La moitié pour les dépenses de la maison, un quart mis de côté pour les urgences, et le reste investi dans de petites améliorations. C'est ainsi, en économisant centime par centime, que j'ai réussi à acheter ma Clio d'occasion, un modèle de 2015, grise, impeccable. Cette voiture représentait la liberté. Elle représentait la dignité. Je n'avais plus besoin d'attendre des bus bondés à 5 heures du matin. Je n'avais plus besoin de porter des sacs lourds sous la pluie. J'avais mon propre véhicule, acheté avec ma propre sueur. C'est à peu près à cette époque que Marine a rencontré Julien. Elle travaillait comme institutrice dans une école municipale, et il est arrivé comme nouveau coordinateur pédagogique. Marine est rentrée à la maison en parlant de lui avec cette lueur dans les yeux que toute mère reconnaît. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un de spécial », a-t-elle dit, et j'ai vu ma petite fille se transformer en femme amoureuse. Julien a commencé à fréquenter notre maison.
Il était beau, bien parlant, toujours avec une histoire intéressante à raconter. Il disait qu'il avait une famille en Bretagne, qu'il était venu à Paris à la recherche de meilleures opportunités, qu'il construisait sa carrière dans l'éducation. Il portait des vêtements soignés, parlait poliment et traitait Marine avec une affection qui semblait authentique. Je voulais croire qu'il était un homme bien. Toute mère veut croire que l'homme que sa fille a choisi est digne d'elle. Alors, quand de petits signes ont commencé à apparaître, je les ai ignorés. J'ai ignoré quand j'ai remarqué que Julien ne parlait jamais de sa famille en détail, changeait toujours de sujet quand je posais des questions sur ses parents ou ses frères et sœurs. J'ai ignoré quand j'ai remarqué qu'il n'avait jamais d'argent propre, dépendant toujours de Marine pour payer les factures quand il sortait. J'ai ignoré quand il a commencé à demander de petites faveurs. « Belle-mère, vous pouvez me prêter 50 € jusqu'à la fin du mois ? Belle-mère, pourriez-vous me conduire jusqu'au centre-ville ? Belle-mère, puis-je utiliser votre ordinateur pour imprimer des documents ? » Marine et Julien se sont mariés après 1 an de relation. C'était une petite cérémonie, dans une salle de réception modeste que j'ai aidé à payer. Marine était radieuse dans sa robe simple mais jolie, et Julien a pleuré pendant les vœux, tenant ses mains comme si elles étaient la chose la plus précieuse au monde. J'ai pleuré aussi, pensant que je confiais ma fille à un homme qui la rendrait heureuse, comme je me trompais. Les premiers mois de mariage semblaient paisibles. Ils vivaient dans un appartement loué, pas très loin de chez moi, et je leur rendais fréquemment visite, apportant toujours de la nourriture, aidant toujours autant que je le pouvais. Mais j'ai commencé à remarquer des changements subtils chez Marine. Elle était plus maigre, avec des cernes profonds, et cette lueur qu'elle avait toujours eue dans les yeux commençait à s'éteindre. Quand je demandais si tout allait bien, elle souriait et disait que oui, que c'était juste la fatigue du travail. Mais une mère sait quand sa fille ment. Julien a commencé à passer plus de temps chez moi. Il arrivait à l'improviste, toujours avec une excuse. Il était dans le quartier, a décidé de passer prendre un café, voulait récupérer une recette de gâteau que j'avais promise. Je l'accueillais bien. Après tout, c'était mon gendre, une partie de la famille. Il savait être charmant quand il le voulait. Il m'appelait petite mère, disait que je faisais les meilleurs gâteaux du monde, racontait des blagues qui me faisaient rire. Lentement, il a gagné ma confiance, entrant de plus en plus profondément dans ma vie. C'est Julien qui a suggéré que je lui donne une copie de la clé de mon appartement. « Belle-mère, parfois vous sortez et je veux laisser quelque chose pour vous, ou chercher quelque chose que j'ai oublié. Ce serait plus pratique si j'avais une clé, » a-t-il dit, avec ce sourire qui semblait si sincère. J'ai hésité, mais Marine était à côté de lui, hochant la tête, disant que c'était une bonne idée, que ça faciliterait les choses. Alors j'ai fait faire la copie et la lui ai donnée. Ce fut ma première grave erreur. La deuxième est venue quand il m'a demandé de garder la clé de rechange de ma voiture. « Belle-mère, vous vivez seule. S'il arrive quelque chose, si vous perdez la clé, c'est bien d'avoir quelqu'un de la famille avec une autre copie, » a-t-il argumenté. Encore une fois, la logique semblait avoir du sens. Encore une fois, Marine a soutenu l'idée. Alors j'ai accroché la clé de rechange à un crochet dans la cuisine, où Julien savait exactement où la trouver. Quelques mois se sont écoulés. Julien a perdu son emploi à l'école, selon lui à cause de coupes budgétaires. Il a commencé à passer de plus en plus de temps à la maison, disant qu'il cherchait du travail, mais je ne le voyais jamais vraiment faire des entretiens ou envoyer des CV. Marine a assumé seule toutes les dépenses du couple. Quand j'essayais de lui en parler, elle était sur la défensive. « Maman, il traverse une période difficile. C'est mon mari, je dois le soutenir », disait-elle, et je voyais ma fille forte et intelligente se transformer en une ombre de ce qu'elle était. Si vous suivez cette histoire et que vous ressentez chacun de ces mots touchant votre cœur, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Ici nous partageons des témoignages réels de dépassement, de force et de dignité, parce que nous méritons toutes d'être entendues, et nous méritons toutes de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Les visites de Julien chez moi sont devenues plus fréquentes. Il apparaissait quand Marine travaillait, toujours avec une excuse. Parfois il demandait de la nourriture, disant qu'il n'avait pas eu le temps de déjeuner. D'autres fois il s'asseyait simplement dans mon salon, et regardait la télévision, comme si ma maison était la sienne. J'ai commencé à me sentir envahi, mais je ne savais pas comment exprimer cela, sans donner l'impression que je rejetais mon gendre, sans blesser Marine. Un jour, j'ai remarqué que certaines choses disparaissaient de chez moi. De petites choses d'abord, un flacon de parfum que j'avais reçu et gardé pour des occasions spéciales, une montre ancienne qui avait appartenu à Roger, 50 € que j'avais laissé dans un tiroir. J'ai interrogé Marine, mais elle m'a assuré que Julien ne ferait jamais une chose pareille. « Maman, vous avez dû oublier où vous l'avez mis », a-t-elle dit, mais je voyais aussi le doute dans ses yeux. Le comportement de Julien a commencé à changer. Il est devenu plus audacieux, plus exigeant. Il a cessé de demander et a commencé simplement à prendre ce qu'il voulait. Il ouvrait mon réfrigérateur et mangeait sans demander. Il fouillait dans mes affaires comme s'il en avait le droit. Et le pire, il a commencé à faire des commentaires sur ma voiture. « Cette Clio est une petite merveille, belle-mère. Vous en prenez bien soin, hein? Cette voiture vaut encore pas mal sur le marché. Vous avez déjà pensé à la vendre? Avec cet argent, vous pourriez faire un voyage, découvrir le monde. » Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ces commentaires étaient le prélude à quelque chose de bien pire. Je n'ai jamais imaginé que Julien était méthodiquement en train de planifier de me voler. Ce matin fatidique, Julien est arrivé chez moi vers 10 heures. Il a dit qu'il était venu me rendre visite, qu'il avait envie de voir sa petite mère. J'ai préparé du café, servi du gâteau, et nous avons parlé de banalité.
Il était particulièrement affectueux, me complimentant, disant à quel point j'étais importante pour lui et pour Marine, à quel point il était reconnaissant de m'avoir rencontré. Moi, naïve, j'étais touchée. Je pensais avoir enfin gagné un fils de cœur, que Julien reconnaissait enfin tout ce que je faisais pour eux. Quand il s'est levé pour partir, il m'a serré fort dans ses bras. « Merci pour tout, belle-mère. Vous ne savez pas à quel point vous comptez pour moi. » a-t-il dit, et j'ai senti ses bras me serrer, son visage contre mon épaule. Cette étreinte a duré plus longtemps que la normale, et j'ai interprété cela comme une affection sincère. Je n'ai pas remarqué que pendant qu'il m'embrassait, il tendait le bras vers le crochet où se trouvait la clé de rechange de ma voiture. Je n'ai pas senti quand il a glissé la clé dans la poche de son jean. Je n'ai pas vu quand il a souri. Un sourire que je ne découvrirai que bien plus tard être de triomphe, pas d'amour. Après son départ, j'ai continué ma routine normale. J'ai fini de laver la vaisselle du café, organisé quelques commandes de gâteaux, regardé un peu la télévision. Vers 1h de l'après-midi, j'ai décidé d'aller au supermarché faire les courses de la semaine. C'est là que je suis allé au garage et que j'ai trouvé l'espace vide. Au début, j'ai pensé qu'elle avait été volée. J'ai appelé le gardien de l'immeuble, qui m'a dit n'avoir rien vu d'étrange. J'ai vérifié les caméras de sécurité, et c'était là. Julien entrant dans le garage à 10h30 du matin, exactement une demi-heure après avoir quitté mon appartement. Les images le montraient regardant autour de lui, s'assurant que personne ne regardait, puis ouvrant ma voiture avec tout le calme du monde, entrant, démarrant le moteur et partant. Il conduisait ma Clio comme si elle était à lui, avec une tranquillité qui me retournait l'estomac. Quand j'ai appelé Marine et lui ai raconté ce qui s'était passé, il y a eu ce silence lourd. Puis elle a commencé à pleurer. « Maman, je me doutais de quelque chose », a-t-elle dit entre deux sanglots. Il a fait des choses étranges. L'argent a disparu. Il a menti sur où il allait, sur ce qu'il faisait. Hier, il m'a demandé combien valait votre voiture. A dit qu'il connaissait quelqu'un qui achetait des voitures d'occasion, qui pourrait obtenir un bon prix. J'ai trouvé ça bizarre. Mais je n'imaginais pas qu'il serait capable de faire ça. Mon monde s'est effondré. Pas seulement à cause de la voiture, bien que cela représentait des années de travail et d'économie, mais à cause de la trahison, du fait que j'avais ouvert ma maison, mon cœur, ma vie à cet homme, et qu'il m'avait utilisé de la manière la plus vile possible. Il m'avait embrassé pendant qu'il me volait. Il m'avait regardé dans les yeux, et avait menti avec une facilité effrayante. Il avait détruit la confiance que j'avais mis toute une vie à construire. Nous sommes allés ensemble au commissariat, Marine et moi. Nous avons déposé plainte pour abus de confiance. Le commissaire, un homme d'âge moyen au regard fatigué, a expliqué que les cas comme celui-ci étaient compliqués parce que Julien avait un accès légal à ma maison, parce qu'il prétendrait que je lui avais prêté la voiture, que c'était juste un malentendu familial. Mais il a volé. Et je dis, ma voix sortant plus forte que je ne l'avais prévu. Il est entré en cachette, a pris la clé sans permission, a pris ma voiture. Le commissaire a soupiré et dit qu'ils allaient enquêter, qu'ils allaient essayer de le localiser, mais que je ne devais pas avoir trop d'espoir pour une résolution rapide. J'ai passé les jours suivants dans un état de choc. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette étreinte, ressentant le poids terrible d'avoir été trompé si complètement. Marine était dévastée. Elle a découvert par une amie commune que Julien avait plusieurs dettes de jeu. Il pariait sur des sites illégaux, avait perdu des sommes absurdes d'argent, et était désespéré. Ma voiture serait vendue pour payer une partie de ses dettes. Il m'a trompé aussi, maman, pleurait Marine sur mon canapé, recroquevillée comme quand elle était enfant et qu'elle avait peur du tonnerre. Je pensais le connaître, je pensais l'aimer, mais tout était un mensonge. Il voulait juste quelqu'un qui l'entretienne, quelqu'un qui lui donne accès à des choses qu'il pourrait voler. Voir ma fille ainsi me brisait le cœur d'une façon que le vol de la voiture n'aurait jamais pu faire. Julien a complètement disparu. Il a éteint son téléphone portable, a abandonné l'appartement qu'il partageait avec Marine, a coupé tout contact avec tout le monde. Grâce aux enquêtes de la police, nous avons découvert que Julien n'était même pas son vrai nom. Il s'appelait Alexandre, avait des antécédents pour escroquerie dans 3 régions différentes, et avait un schéma. Il s'approchait de femmes vulnérables, gagnait leur confiance, volait ce qu'il pouvait, et disparaissait. Marine n'était pas la première épouse. Je n'étais pas la première belle-mère trompée. Nous n'étions que 2 victimes de plus dans une longue liste de personnes dont les vies avaient été bouleversées par cet homme. La découverte de cette vérité fut, paradoxalement, un soulagement et une nouvelle horreur. Un soulagement parce que cela confirmait que notre jugement n'avait pas été complètement défaillant, qu'il était un criminel professionnel, formé à l'art de la tromperie. Une horreur parce que cela signifiait que tout avait été calculé dès le début. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque mot affectueux, tout avait été une performance soigneusement répétée. Nous n'étions pas une famille pour lui. Nous n'étions que des cibles. 15 jours après le vol, la police a localisé ma voiture. Elle avait été vendue à un ferrailleur dans une autre ville pour un prix ridicule. L'homme qui l'avait achetée a juré qu'il ne savait pas qu'elle était volée. Que Julien ou Alexandre, ou quel que soit son vrai nom, avait de faux documents qui semblaient légitimes. J'ai réussi à récupérer la voiture, mais elle était en très mauvais état. Julien avait endommagé le côté, le moteur avait des problèmes, et l'intérieur était sale et abîmé. Le mécanicien m'a donné un devis de réparation qui m'a presque fait m'évanouir. C'était la moitié de la valeur de la voiture. J'ai beaucoup pleuré pendant ces jours. J'ai pleuré pour la perte de l'innocence, pour la rupture de la confiance,
pour la douleur d'avoir été si naïvement trompée. Mais ce qui me faisait le plus mal en profondeur était de voir Marine se culpabiliser. « Maman, c'est ma faute. J'ai amené cet homme dans nos vies. J'aurais dû réaliser qui il était vraiment », disait-elle à plusieurs reprises. Et aucun mot de réconfort que j'offrais ne semblait soulager sa souffrance. Ce fut lors d'une de ces nuits d'insomnie partagée, quand nous étions toutes les deux assises dans mon salon avec des tasses de thé froid que nous n'avions même pas touchées, que j'ai réalisé quelque chose d'important. Marine m'a regardé avec ses yeux rouges d'avoir tant pleuré et a dit « Maman, comment fais-tu? Comment arrives-tu à ne pas me détester pour l'avoir amené dans nos vies ?» Et j'ai tenu son visage entre mes mains, ce visage que je connaissais depuis la première seconde de son existence. Et j'ai dit « Ma fille, tu as aussi été sa victime. Nous l'avons été toutes les deux. Et la haine est un luxe que des femmes comme nous ne peuvent pas avoir. La haine nous consume de l'intérieur. Et nous avons une vie à reconstruire. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. La douleur était là, aiguë et pulsante. Et avec elle est née une détermination féroce. Je n'allais pas laisser cet homme, cet imposteur, définir mon histoire. Je n'allais pas laisser qu'il transforme la générosité en faiblesse, qu'il fasse de la confiance quelque chose dont je devrais avoir honte. J'avais construit une vie de mes propres mains. J'avais élevé une fille extraordinaire. J'avais survécu à des pertes qui feraient abandonner beaucoup de gens. Et j'allais survivre à cela aussi. J'ai commencé à agir. D'abord, j'ai changé toutes les serrures de mon appartement. Ensuite, j'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires. J'ai mis un traceur GPS dans la voiture. Mais plus importantes que les mesures pratiques ont été les changements internes. J'ai cherché de l'aide psychologique, quelque chose que je n'avais jamais considéré auparavant, pensant que la thérapie était un luxe pour ceux qui avaient du temps et de l'argent à perdre. La thérapeute Dr Fernandez m'a aidé à comprendre que j'avais été victime d'un prédateur émotionnel, qu'il n'y avait rien de mal à faire confiance, mais que je devais apprendre à identifier les signes de danger. Marine a commencé le processus d'annulation du mariage. C'était douloureux, bureaucratique et émotionnellement épuisant, mais elle a été forte. Ma petite fille, qui avait grandi en voyant ma résilience, montrait maintenant la sienne. Elle est revenue vivre avec moi temporairement, et nos nuits étaient remplies de longues conversations, de larmes qui nettoyaient les blessures, de rires timides qui commençaient à revenir. L'affaire est devenue une enquête plus importante quand d'autres victimes d'Alexandre ont commencé à apparaître. Une femme à Lyon qui l'avait trompé de manière similaire. Une autre à Marseille qui avait perdu les économies de toute une vie. Une à Toulouse qui avait eu des documents volés et utilisés pour faire des prêts frauduleux en son nom. Nous avons découvert qu'il avait au moins 8 identités différentes, que son réseau de fraude s'étendait sur des années, qu'il était méticuleux et cruel dans ses actions. Mais voici la vérité qu'il m'a fallu du temps pour accepter. Je ne reverrai probablement jamais mon argent. Je ne recevrai jamais justice au sens traditionnel du terme. Alexandre restait en fuite, et même s'il était arrêté, les dommages étaient déjà faits. Le système légal se déplace lentement, et les femmes comme moi, avec des ressources limitées, voient rarement une satisfaction complète. Cela me révoltait au début. Je passais des nuits éveillées, imaginant des confrontations, fantasmant sur le jour où il payerait pour tout ce qu'il avait fait. Mais Dr Fernandez m'a enseigné quelque chose de crucial. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont blessés, mais de reconstruire ce qui a été brisé et de bien vivre malgré eux. 6 mois après cette étreinte trahison, ma voiture était réparée. Elle n'était pas parfaite. Elle avait des cicatrices visibles dans la peinture, de petites imperfections qu'aucun mécanicien n'avait pu réparer complètement. Mais elle fonctionnait. Et chaque fois que j'y entrais, au lieu de ressentir seulement de la douleur, j'ai commencé à ressentir aussi de la fierté. Fierté d'avoir lutté pour la récupérer. Fierté de ne pas avoir abandonné, quand il aurait été tellement plus facile de simplement la vendre et d'essayer d'oublier. Marine a de nouveau fleuri. Elle a reçu une promotion au travail, a déménagé dans un appartement à elle, petit mais à elle. Elle a commencé à faire de la thérapie aussi, traitant non seulement le traumatisme de la relation abusive, mais aussi des questions plus profondes sur l'estime de soi et les limites. Nous avons toutes les deux appris à dire non, à questionner quand quelque chose semblait trop suspect, à protéger notre espace et notre paix. 1 an et demi plus tard, j'étais au supermarché en train d'acheter des ingrédients pour un gâteau, quand j'ai senti quelqu'un m'observer. Je me suis retourné et j'ai vu un homme debout au bout de l'allée, me fixant. Pendant une seconde, mon cœur s'est accéléré, pensant que c'était Alexandre, mais ce n'était pas lui. C'était juste un étranger qui a rapidement détourné le regard et a continué son chemin. Mais ce moment de panique m'a montré quelques fonds